Le 24 mars 1603, dans les couloirs silencieux du palais de Richmond, quelque chose d'invisible commença à altérer l'ordre de la cour anglaise. Ce ne fut ni une annonce officielle, ni le son des cloches, mais un signe plus primitif et perturbant. Un air dense, impossible à ignorer, qui obligeait les courtisans à s'arrêter avant de franchir certaines portes. Dans un lieu où le pouvoir s'était toujours exprimé par des mots mesurés et des gestes calculés, un malaise muet régnait désormais. Personne n'osait le nommer à voix haute, mais tous comprenaient la même chose. L'ère d'Élisabeth Tudor touchait à sa fin. Derrière ces portes closes se trouvait la femme qui avait transformé l'Angleterre en une puissance crainte et respectée. Pendant près d'un demi-siècle, Elizabeth Eyre avait gouverné avec un mélange précis d'intelligence, de méfiance et de théâtralité politique. Elle avait survécu aux conspirations, aux menaces extérieures et aux trahisons internes, sans jamais permettre à son image de se briser. Pour son peuple et pour l'Europe, elle n'était pas simplement une reine. Elle était un symbole soigneusement construit de stabilité, de virginité et d'autorité absolue. Cependant, en ces derniers jours, ce symbole commençait à s'effriter loin des yeux du public. Élisabeth, alors âgée de 69 ans, refusait de se retirer dans son lit. Elle restait assise, immobile pendant des heures, comme si le simple fait de s'allonger signifiait une reddition qu'elle n'était pas prête à accepter. Pour ceux qui l'observaient en silence, ce geste n'était pas une excentricité, mais une déclaration finale de pouvoir. Tant qu'elle resterait droite, la reine continuait de régner, du moins dans son propre esprit. Pour comprendre la gravité de ce moment, il est nécessaire de remonter quelques semaines en arrière. Au début de 1603, Élisabeth présidait encore son conseil, avec le même regard sévère qui avait intimidé des générations d'hommes. Mais quelque chose avait changé de manière irréversible en elle. La mort de sa plus proche confidente avait ouvert une profonde fissure chez une femme qui avait fait de la maîtrise de soi sa plus grande force. Dès lors, le silence commença à l'envelopper, non comme une stratégie politique, mais comme un refuge émotionnel. Les témoignages privés de l'époque parlent d'une reine qui réduisit ses paroles au minimum, qui refusait la nourriture et qui semblait absente même lorsqu'elle était entourée de ses serviteurs les plus fidèles. Ce n'était pas une déchéance soudaine, mais un repli lent, presque délibéré. Élisabeth, qui avait contrôlé chaque détail de son image publique pendant des décennies, semblait désormais confrontée à une bataille impossible à gagner, celle qui se livrait à l'intérieur de son propre corps. Ce ne fut pas simplement la fin d'une vie, mais l'effondrement intime d'une construction de pouvoir qui avait dépendu de la négation constante de la fragilité humaine. Dans un monde moderne obsédé par l'apparence, le contrôle et la prolongation artificielle de la jeunesse, l'histoire des derniers jours d'Élisabeth Eyre résonne avec une familiarité troublante. Car même ceux qui dominent des nations entières peuvent être dépassés par ce qui n'admet aucune négociation, le passage du temps. Pendant près de 45 ans, Élisabeth Eyre a bâti son autorité sur bien plus que des armées ou des décrets. Son véritable pouvoir résidait dans l'image qu'elle projetait. Dans une Europe dominée par les rois et les empereurs, elle comprit très tôt qu'en tant que femme, elle devait réinventer les règles de la domination. Elle ne pouvait pas gouverner comme eux, mais elle pouvait devenir quelque chose de différent, une figure quasi abstraite, élevée au-dessus de la condition humaine commune. Ainsi naquit la Gloriana, la reine vierge, intouchable et éternelle. La cour Tudor était une scène soigneusement conçue. Chaque apparition publique d'Élisabeth était calculée avec précision. Les robes rigides, les bijoux lourds, les couleurs symboliques et, surtout, le visage immuable. Cette pâleur extrême qui impressionnait tant les ambassadeurs et les sujets n'était pas un simple choix esthétique. Elle représentait la pureté, la distance et le contrôle. À une époque où le corps féminin était considéré comme un point de faiblesse, Élisabeth décida d'effacer toute trace de vulnérabilité visible. Son visage devint un masque politique. Derrière ce masque se cachait une stratégie claire. Élisabeth avait appris en observant la chute d'autres monarques, y compris celle de sa propre mère. Elle comprit que montrer des émotions, c'était concéder un avantage, et que dans le jeu du pouvoir, la perception pouvait être plus décisive que la force réelle. C'est pourquoi elle cultiva une image presque inhumaine. Elle ne vieillissait pas aux yeux du public, ne tombait pas malade, ne doutait pas. La reine semblait exister hors du temps, comme si les lois qui régissaient les autres ne s'appliquaient pas à elle. Cependant,
Cet idéal avait un coût psychologique profond. Maintenir une identité aussi rigide exigeait une vigilance constante. Élisabeth ne gouvernait pas seulement son royaume. Elle se gouvernait aussi elle-même avec une discipline implacable. Chaque geste spontané devait être réprimé, chaque faiblesse transformée en symbole. Au fil des ans, la frontière entre la femme réelle et le personnage politique commença à s'estomper. La reine ne jouait plus un rôle, elle vivait à l'intérieur de celui-ci. Dans le contexte culturel de l'Angleterre élisabéthaine, cette obsession n'était pas une simple vanité personnelle. La stabilité du royaume dépendait en grande partie de la perception de continuité. Une reine vieillissante et fragile aurait alimenté des rumeurs, des conspirations et des ambitions étrangères. C'est pourquoi le visage immuable d'Élisabeth devint un outil d'État. C'était une promesse silencieuse que l'ordre restait intact, même si la réalité commençait à s'effriter derrière les murs du palais. D'un regard contemporain, il est troublant de reconnaître ce même schéma chez des figures de pouvoir modernes, des leaders, des célébrités et des autorités qui construisent des identités publiques impeccables tout en cachant tout signe d'usure. L'histoire d'Élisabeth Ire nous rappelle que la négation systématique de la fragilité n'élimine pas la détérioration. Elle la pousse seulement dans l'ombre, où elle grandit sans témoin. Dans les derniers mois de sa vie, ce masque parfait commença à peser plus lourd que jamais. Ce qui, pendant des décennies, avait été sa plus grande force, commençait à se transformer en une prison. Et bien que personne à la cour n'osât le dire à voix haute, la reine qui avait dominé la scène politique de l'Europe était sur le point d'affronter la limite absolue de son propre artifice. Le coup qui acheva de briser l'équilibre intérieur d'Élisabeth ne vint pas d'un ennemi étranger ni d'une rébellion ouverte. Il arriva sous la forme d'une confession tardive, prononcée alors qu'elle ne pouvait plus s'en défaire. La mort de la comtesse de Nottingham, son amie la plus proche, et l'une des rares personnes en qui elle avait une confiance totale, ouvrit une porte qui était restée scellée pendant des années. Avec elle émergea un secret qui altéra complètement la manière dont la reine comprenait son propre passé. Selon les témoignages conservés dans des lettres privées et des journaux discrets, la comtesse révéla sur son lit de mort qu'elle avait retenu une missive cruciale. Des années auparavant, Robert d'Evreux, comte d'Essex, le dernier grand amour d'Élisabeth et une figure aussi charismatique que dangereuse, avait tenté de communiquer avec la reine alors que son destin était déjà pratiquement scellé. Cette lettre, chargée de supplications et de repentir, ne lui était jamais parvenue. Élisabeth avait pris l'une des décisions les plus dures de son règne, convaincue qu'aucune demande de clémence n'avait été faite. La révélation fut dévastatrice, non pas parce qu'elle changea le résultat historique, mais parce qu'elle démantela le récit interne avec lequel Élisabeth avait appris à vivre. Pendant des années, elle avait justifié son choix comme un acte froid, mais nécessaire à la stabilité du royaume. Elle comprit alors que son jugement s'était appuyé sur une vérité incomplète. Chez une femme qui avait fait du contrôle absolu son refuge émotionnel, cette fissure fut irréparable. Les registres de l'époque décrivent un changement subtil mais troublant. Élisabeth commença à se retirer du contact humain. Ses paroles devinrent rares, presque rituelles. Elle restait debout ou assise pendant de longs intervalles, le regard fixe sur un point indéterminé, comme si elle révisait encore et encore des décisions qui ne pouvaient plus être corrigées. La question qu'elle répétait, selon plusieurs témoins, n'était pas un lamento théâtral, mais un murmure chargé d'incertitude. Dois-je partir ? D'un point de vue psychologique moderne, ce comportement correspond à un état de deuil complexe, aggravé par une culpabilité tardive. Élisabeth n'affrontait pas seulement la perte d'une personne aimée, mais l'effondrement d'une conviction qu'elle avait maintenue pendant des années. Le pouvoir, qui lui avait toujours permis de réécrire la réalité en sa faveur, se montrait désormais inutile face au passé. Il n'y avait ni décret, ni conseil qui pût faire taire cette révélation. Ce moment marque un point d'inflexion crucial. La reine qui avait survécu aux conspirations et aux menaces extérieures commença à se replier vers un espace intérieur dominé par le doute. Il ne s'agissait pas de repentir public, mais d'une érosion silencieuse de sa force émotionnelle. La cour perçut le changement, bien que personne n'osât l'interpréter à voix haute.
Dans un système basé sur l'apparence de stabilité, reconnaître la fragilité de la souveraine était presque un acte de trahison. Aujourd'hui, cet épisode résonne avec une clarté troublante. À toute époque, les décisions prises depuis des positions de pouvoir sont souvent justifiées par des informations partielles et des pressions extrêmes. L'histoire d'Élisabeth nous rappelle que même lorsque l'autorité protège des conséquences immédiates, le poids psychologique d'une vérité découverte trop tard peut être plus corrosif que n'importe quel ennemi visible. À partir de cet instant, la détérioration de la reine cessa d'être seulement physique. La bataille décisive se livrait sur un territoire beaucoup plus intime, où ni la couronne ni le mythe ne pouvaient offrir de refuge. Dans l'Angleterre de la fin du XVIe siècle, la médecine n'était pas une science exacte, mais un mélange fragile de traditions, d'intuitions et de croyances héritées. Guérir ne signifiait pas comprendre le corps, mais lui imposer des équilibres imaginés. Dans ce contexte, les soins personnels d'une monarque n'étaient pas guidés par la prudence, mais par les symboles. La santé d'Élisabeth devait refléter le pouvoir, et le pouvoir exigeait l'apparence avant le bien-être. Dès son plus jeune âge, la reine avait appris que son visage était un instrument politique. Ayant survécu aux maladies courantes de l'époque, sa peau fut marquée de manière discrète mais suffisante pour l'inquiéter. Dans une cour où chaque détail était observé et commenté, ces signes n'étaient même pas de simples imperfections. Ils étaient des menaces à l'image d'invulnérabilité qu'elle avait construite. La réponse ne fut pas le retrait ni l'acceptation du passage du temps, mais l'adoption de solutions que l'époque considérait comme sûres et raffinées. Parmi ces pratiques se trouvait l'utilisation constante de cosmétiques élaborés avec des substances que nous reconnaissons aujourd'hui comme profondément nocives. À l'époque, cependant, elles étaient des symboles de statut et de sophistication. Appliqués jour après jour, ces onguents créaient l'illusion d'une jeunesse inaltérable. La peau blanche et uniforme de la reine ne cachait pas seulement des marques physiques, elle envoyait aussi un message clair. Élisabeth restait intacte, étrangère à l'usure qui affectait le reste des mortels. Parallèlement, les traitements médicaux suivaient une logique similaire. Les malaises persistants étaient abordés avec des préparations qui promettaient un équilibre interne, même si leur effet réel était cumulatif et silencieux. Le corps, vu comme un récipient, absorbait lentement ce qui était censé le restaurer. Pendant des décennies, Élisabeth a fait confiance à ces méthodes, non par ignorance, mais parce qu'elles étaient les seules disponibles pour quelqu'un de son rang. Les remettre en question aurait été admettre que même une reine dépendait de limites humaines. D'un point de vue historique, il est évident que ces pratiques n'étaient pas exceptionnelles. Beaucoup de figures de pouvoir partagèrent la même foi dans des remèdes qui offraient un contrôle immédiat au prix de conséquences invisibles. La différence, dans le cas d'Élisabeth, réside dans la durée. 45 ans à maintenir une même image impliquait 45 ans d'exposition continue à des décisions qui n'avaient jamais été conçues pour le long terme. L'ironie est profonde. Ce qui renforça son autorité publique contribua de manière lente et quasi imperceptible à l'affaiblir de l'intérieur. Il n'y eut pas de moment de rupture précis, mais une somme constante de petits gestes quotidiens. Chaque application, chaque traitement était une réaffirmation de pouvoir et, en même temps, une renonciation involontaire aux véritables soins du corps. Dans le monde contemporain, cette histoire prend une nuance étrangement familière. La quête d'une image parfaite, soutenue par des solutions rapides et socialement approuvées, reste une tentation constante. La différence est qu'aujourd'hui, nous disposons d'informations qui n'existaient pas alors. Malgré cela, la pression pour paraître en contrôle et jeune continue de pousser beaucoup de gens à ignorer les signes précoces d'usure. Pour Élisabeth Eyre, il n'y avait pas de retour possible. Les pratiques qui avaient défini sa présence publique devinrent une partie inséparable de son identité. Y renoncer aurait été, dans son esprit, renoncer à la couronne elle-même. Ainsi, tandis que le royaume continuait de fonctionner sous l'illusion de la stabilité, le corps de la reine commençait à envoyer des avertissements que personne ne savait ou n'osait interpréter correctement. À mesure que les jours de mars 1603 avançaient, le comportement d'Élisabeth commença à acquérir une signification qui dépassait la maladie. Son refus persistant de s'allonger n'était pas un simple caprice, ni une réaction instinctive au malaise. Pour ceux qui la connaissaient depuis des décennies, ce geste était cohérent avec toute une vie dédiée à résister à toute forme de reddition.
Rester droite était devenu son dernier acte de souveraineté. Dans la culture politique de l'époque, le lit n'était pas un espace neutre. S'allonger signifiait se retirer, céder, accepter que le contrôle était passé entre d'autres mains. Élisabeth le savait mieux que quiconque. Pendant son règne, elle avait observé comment la faiblesse perçue d'un monarque pouvait déclencher des intrigues immédiates. Bien que son esprit n'opérât plus avec la clarté stratégique d'antan, cette connaissance restait intacte, presque gravée au plus profond de son identité. Les récits privés décrivent de longues heures d'immobilité, interrompues seulement par de brefs murmures ou des gestes minimes. Il ne s'agissait pas de dramatiser son état devant la cour, mais de maintenir une frontière symbolique. Tant qu'elle ne s'allongerait pas, la reine continuerait d'occuper sa place dans le monde. Dans sa logique interne, le sol et les coussins n'étaient bientôt pas des signes d'humiliation, mais une alternative temporaire à l'acte définitif d'abandonner la posture qui avait défini son autorité. D'un point de vue psychologique, cette résistance peut être interprétée comme une forme extrême de déni actif. Élisabeth ne rejetait pas la réalité par ignorance, mais par volonté. Elle avait passé la majeure partie de sa vie à imposer sens et ordre là où d'autres voyaient le chaos. Accepter la fin impliquait de reconnaître un territoire où son pouvoir n'avait aucun effet. Pour quelqu'un qui avait modelé des nations avec des mots et des silences, cette idée était intolérable. La cour observait en silence, prise entre la loyauté et l'inquiétude. Personne n'osait la contredire ouvertement. Les serviteurs les plus proches comprenaient qu'insister trop aurait été interprété comme une usurpation symbolique du commandement. Ainsi, le temps semblait suspendu dans cette pièce, tandis que les affaires du royaume continuaient de se résoudre avec une prudence quasi mécanique. Cet épisode révèle une vérité inconfortable sur l'exercice prolongé du pouvoir. Plus longtemps on occupe une position de contrôle absolu, plus il devient difficile d'imaginer une existence en dehors de celle-ci. Dans le monde contemporain, ce même schéma se répète chez des leaders qui s'accrochent à leurs fonctions, convaincus que leur retrait équivaudrait à l'effondrement du système. L'histoire d'Élisabeth montre que cette résistance, loin d'éviter l'issue, a tendance à en intensifier la charge émotionnelle. Dans ses brèves réponses, la reine laissait entrevoir une lucidité troublante. Elle ne parlait ni de peur ni de douleur, mais de conséquences. « Si je m'allonge, je ne me relèverai plus », répétait-elle avec une sérénité qui désarmait ceux qui l'écoutaient. Ce n'était pas une prophétie dramatique, mais une constatation. Élisabeth comprenait que le geste avait une signification irrévocable. Ainsi, son obstination finale ne fut pas un déni aveugle, mais un choix conscient. Rester assise était sa manière de retarder l'inévitable, non par espoir, mais par contrôle. Dans cet acte silencieux se condensait toute sa vie. Une lutte constante pour décider quand et comment le rideau se fermerait, même lorsque la scène commençait déjà à s'évanouir. L'incertitude qui enveloppait la cour ne pouvait se prolonger indéfiniment. Tandis qu'Élisabeth restait recluse dans son monde de silence et de résistance, l'appareil du royaume commençait à se tendre. L'Angleterre ne dépendait pas seulement de la présence symbolique de sa reine, elle avait besoin d'une continuité claire pour éviter le vide qui avait si souvent conduit à des conflits ouverts dans d'autres monarchies européennes. Le problème était qu'Élisabeth, fidèle à son habitude, avait évité tout au long de sa vie toute conversation directe sur la succession. Pendant des décennies, cette ambiguïté avait été un outil politique efficace. Maintenir les héritiers potentiels dans l'incertitude empêchait la consolidation de factions rivales. Mais maintenant, à ce moment limite, la stratégie devenait dangereuse. Les membres du conseil privé comprenaient que le silence ne protégeait plus le royaume, mais le plaçait au bord d'une crise. Cependant, poser la question impliquait un risque symbolique énorme, reconnaître ouvertement que le règne touchait à sa fin. Finalement, l'un de ces hommes de la plus grande confiance réunit le courage nécessaire. La scène, décrite dans des témoignages ultérieurs, était empreinte d'une tension quasi rituelle. Il n'y eut ni reproche, ni urgence visible, seulement une question directe, prononcée avec une extrême prudence. Qui devait poursuivre l'œuvre qu'elle avait soutenue pendant près d'un demi-siècle? Élisabeth ne répondit pas avec des mots. Son corps, déjà affaibli, ne le lui permettait pas.
Mais dans ce silence surgit un geste qui passerait à l'histoire. Avec un effort évident, elle leva lentement les mains et forma avec ses doigts une figure reconnaissable pour toutes les personnes présentes. Puis, elle orienta ce symbole vers le nord. Aucune explication ne fut nécessaire. Le message était clair. Le trône passerait aux mains de Jacques d'Écosse. L'ironie de cet instant était impossible à ignorer. Jacques n'était pas seulement un roi étranger, il était le fils de Marie Stuart, la femme qui avait représenté pendant des années la plus grande menace pour le pouvoir d'Élisabeth. Sa cousine, sa rivale, la figure dont l'existence avait contraint la reine à vivre dans un état d'alerte permanent. Élisabeth avait pris des décisions implacables pour neutraliser cette menace, convaincue que c'était ainsi qu'elle protégeait la stabilité du royaume. Et maintenant, à la fin de sa vie, elle remettait volontairement son héritage aux descendants directs de cette rivale. D'un point de vue historique et symbolique, ce geste révèle une acceptation tardive de forces qui ont toujours échappé à son contrôle. Élisabeth avait dominé les personnes, les discours et les alliances, mais pas la logique profonde de la succession dynastique ni le poids du sang royal. À ce moment final, le pouvoir cessa d'être un outil pour devenir un transit inévitable. Pour les conseillers présents, le geste fut à la fois un soulagement et un rappel troublant. La continuité était assurée, mais le mythe de la reine invulnérable se brisait définitivement. Élisabeth, qui avait évité pendant des années toute concession explicite, clôturait son règne par un acte silencieux qui reconnaissait l'impossibilité de tout décider. En termes modernes, cet épisode résonne comme une leçon sur les limites du leadership personnaliste. Même les figures les plus dominantes finissent par être confrontées à des structures qui les transcendent. Le pouvoir, aussi absolu qu'il puisse paraître, n'appartient jamais entièrement à celui qui l'exerce. Élisabeth Eyre le comprit dans ce dernier geste, quand il n'y avait plus de mots, seulement la conscience que le royaume continuerait sans elle. Après ce geste silencieux qui scella la succession, l'entourage d'Élisabeth fut enveloppé d'un calme tendu, presque artificiel. La machinerie de l'État commençait à se préparer au changement, tandis que l'espace intime de la reine s'enfonçait dans une quiétude de plus en plus profonde. Il n'y avait plus de décision stratégique ni de représentation publique. Seul demeurait le contraste entre la figure qui avait dominé l'Europe et la femme qui habitait désormais un temps suspendu, en marge de tout protocole. En ces derniers jours, la cour adopta une attitude soigneusement mesurée. Chaque mouvement, chaque visite était régulé par un mélange de respect et de crainte. Il ne s'agissait pas uniquement de protéger la souveraine, mais de protéger le récit qui devait lui survivre. Les témoins comprenaient qu'ils assistaient à quelque chose qui ne devait pas être transmis tel quel. L'histoire officielle aurait besoin d'une version épurée, cohérente avec l'image de dignité qui avait défini le règne élisabétain. Lorsque la fin survint finalement, il n'y eut ni proclamation immédiate, ni scène publique de dramaturgie. La transition fut discrète, presque administrative. Les autorités religieuses se conformèrent aux rituels établis, bien que les récits s'accordent à dire que la communication avec la reine était déjà minime. Sa présence était perçue davantage comme une absence prolongée que comme un adieu conscient. La femme qui avait utilisé la parole comme son arme principale se retirait sans discours ni déclaration finale. À partir de ce moment, un processus silencieux mais décisif commença. La reconstruction du souvenir. Les responsables du nouveau régime comprirent que l'héritage d'Élisabeth devait être préservé sans fissure. Tout détail qui contredirait le récit de sérénité et de contrôle serait relégué aux archives privées, aux journaux intimes ou à la correspondance confidentielle. La mémoire publique avait besoin d'une reine éternelle, non d'une figure vulnérable confrontée à ses propres limites. Ce mécanisme n'était pas exceptionnel. Tout au long de l'histoire, les fins inconfortables sont souvent adoucies par ceux qui héritent du pouvoir. La version officielle devient un acte politique en soi. Dans le cas d'Élisabeth Eyre, cette opération fut particulièrement soignée. Ses portraits ultérieurs la montrèrent immobile et majestueuse, étrangère à l'usure, comme si le temps s'était arrêté en sa faveur même après avoir quitté le trône. D'un point de vue contemporain, ce contraste invite à réfléchir sur la distance entre l'image et la réalité. Les sociétés modernes continuent de construire des récits qui protègent leurs figures emblématiques de tout signe de fragilité. Le silence sélectif reste un outil efficace pour préserver les mythes. Ce qui change, c'est le moyen.
la logique reste intacte. Ainsi, tandis que Londres se préparait à acclamer un nouveau monarque, la véritable histoire des derniers jours d'Élisabeth commençait à se diluer. Non par oubli, mais par décision. Ce qui resterait en surface serait un adieu ordonné et digne. La complexité humaine, avec toutes ses contradictions, serait enterrée sous des couches de cérémonie et de marbre. Dans cet espace entre le vécu et le souvenir se trouve l'une des leçons les plus profondes de ce règne. Le pouvoir ne gouverne pas seulement les territoires, il administre aussi la mémoire. Et dans le cas d'Élisabeth Tudor, cette administration fut aussi méticuleuse que tout ce qu'elle avait fait de son vivant. Aujourd'hui, quiconque visite l'abbaye de Westminster y trouve une image sereine et soigneusement sculptée. Là repose Élisabeth Eyre, représentée en marbre blanc, le visage calme et les mains disposées dans un geste de repos éternel. La figure transmet l'équilibre, la dignité et une paix qui semble inaltérable. C'est la parfaite culmination du récit officiel, la reine éternelle, intacte même au-delà de son temps. Cependant, cette image n'est pas la fin de l'histoire, mais sa version la plus polie. La distance entre l'effigie et la réalité révèle une vérité inconfortable. La vie d'Élisabeth fut marquée par un effort constant pour dominer non seulement son royaume, mais aussi la perception que les autres avaient d'elle. Sa mort, en conséquence, ne pouvait être rappelée comme un processus humain, plein de limites et de contradictions. Elle devait s'intégrer au mythe. Ainsi, la mémoire collective choisit la pierre silencieuse avant les témoignages privés, la solennité avant la complexité. D'un regard historique plus large, ce contraste ne diminue pas l'ampleur de son règne. Au contraire, il l'humanise. Élisabeth fut une stratège exceptionnelle, une gouvernante qui comprit le pouvoir comme un équilibre délicat entre force et représentation. Mais elle fut aussi une femme prise au piège du poids de son propre symbole, incapable d'abandonner le masque qui l'avait protégée pendant des décennies. En ce sens, sa fin ne fut pas une défaite, mais la conséquence inévitable d'une vie vécue sous une tension constante. L'histoire de ces derniers jours fonctionne comme un avertissement silencieux. Elle nous rappelle que le contrôle absolu est une illusion et que même les figures les plus influentes sont soumises à des processus qu'elles ne peuvent ni négocier ni reporter indéfiniment. Le temps, le corps et la mémoire opèrent selon leurs propres règles, étrangères aux titres et aux couronnes. Élisabeth le comprit, peut-être trop tard, lorsqu'elle ne pouvait plus maintenir l'équilibre qui avait défini son existence. Dans le monde actuel, où l'image reste une monnaie de pouvoir, ce récit conserve une pertinence troublante. La pression pour maintenir une apparence de force permanente continue de modeler les comportements individuels et collectifs. L'histoire d'Élisabeth Eyre nous invite à nous demander quel prix est payé pour nier systématiquement la fragilité et combien on perd lorsque le mythe finit par éclipser la personne. Au final, ce qui demeure n'est pas seulement la grandeur d'une époque, mais la paradoxe qui la traverse. La reine qui gouverna d'une main ferme et d'un esprit calculateur ne put échapper à la condition qu'elle partage avec tous les êtres humains. Sous la couronne, au-delà du marbre et des récits officiels, reste la certitude que même le pouvoir le plus raffiné a une limite infranchissable. C'est peut-être la leçon la plus durable du règne d'Élisabeth Tudor. Non pas celle de l'invincibilité, mais celle de l'impossibilité de la maintenir éternellement.